Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour l'épisode 14 de Ensemble, Impactons Demain. Si je te dis dérèglement climatique, si je te parle d'actions à entreprendre, si je te parle de réchauffement de la planète à 1,5 ou 2 degrés maximum d'ici 2050, j'imagine que tu as déjà entendu parler de toutes ces notions. Mais est-ce que tu sais d'où elles viennent? Pourquoi on te parle de ça? Et quelles sont les conséquences d'un réchauffement au-dessus de 2 degrés d'ici 2050? C'est ce que je me propose de te présenter aujourd'hui grâce au rapport que le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle aussi IPCC en anglais pour Intergovernmental Panel on Climate Change, tu vois, mon accent est toujours très très bon. Et donc, je te propose aujourd'hui d'étudier les rapports que le GIEC a fait. Et en l'occurrence, il a sorti le 20 mars 2023 son 6e rapport d'évaluation. Aujourd'hui, je te propose d'analyser, les précédents rapports qui ont servi de source à ce 6e rapport. Et puis, dans un prochain épisode, je te parlerai plus en détail du 6e rapport, le plus important, celui qui vient de sortir, et dans lequel, on peut voir que rien n'est perdu, tout est encore possible pour changer le cours des choses. Ok, c'est parti, mais avant d'aller de l'avant comme ça dans les rapports du GIEC, je vais commencer par te présenter qu'est-ce que c'est que le GIEC. En fait, le GIEC, il a été créé en 1988 par l'ONU et l'Organisation météorologique mondiale. Il a pour but d'évaluer les risques, d'estimer les conséquences de ces risques et d'envisager des stratégies pour s'adapter. Comment fonctionne le GIEC? En fait, le GIEC, il rassemble 195 États de l'ONU. Il faut savoir qu'à travers le monde entier, il y a des experts, il y a des chercheurs, il y a des climatologues qui travaillent sur le climat. Et le GIEC, en fait, de manière assez neutre et objective, il essaye de synthétiser et de dégager les consensus scientifiques, c'est-à-dire tout ce sur quoi s'accordent les scientifiques du monde entier en termes de climat. Donc, il regroupe et il clarifie toutes les recherches scientifiques qui sont faites sur le climat. Une de ses activités principales, c'est la publication, tous les 5 à 7 ans environ, d'un rapport d'évaluation qui résume toutes les recherches et les articles scientifiques autour du réchauffement climatique. Pour ce faire, il utilise en fait des milliers de scientifiques à travers le monde qui consacrent bénévolement des centaines d'heures à l'étude d'articles qui ont été validés par la communauté scientifique. Il faut savoir que quand quelqu'un sort un article, quel que soit le thème d'ailleurs, que ce soit le climat ou complètement autre chose, quand il y a un article scientifique qui paraît dans une revue, de renom, j'entends, en fait, cet article, il a déjà été validé par les pairs de la communauté scientifique. Il a déjà été analysé pour voir si c'était cohérent, si le contenu de l'article avait du sens, si c'était plausible, de façon à ce qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui sorte dans des revues accessibles au plus grand nombre. Et le GIEC, il s'occupe de rassembler tous ces articles qui ont déjà été vérifiés une première fois, et les experts du GIEC s'occupent d'analyser une seconde fois tous ces articles pour en faire une sorte de synthèse. Le GIEC est devenu très connu, je dirais, par le grand public aux alentours des 2007 grâce à un rapport qui lui a valu le prix Nobel de la paix. En fait, c'est le rapport de 2007 du GIEC qui a été fait aux côtés de Al Gore qui était l'ancien vice-président des États-Unis et qui a fondé en 2000 Generation Investment Management, qui est une société de fonds d'investissement spécialisée dans le développement durable. Le rapport du GIEC, aux côtés de Al Gore, il a valu au GIEC le prix Nobel de la paix pour avoir déclaré que le changement climatique était indéniable et qu'il était causé par l'homme.
À cette époque, il y a Achim Steiner, qui était membre du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a déclaré que le rapport du GIEC, c'est un ensemble de preuves irrévocables offertes au monde sur comment le recours aux énergies fossiles et l'utilisation des terres agricoles affectent profondément les systèmes de notre planète. Pour lui, c'était le message clé du rapport du GIEC de 2007. Le GIEC il publie aussi en fait d'autres rapports plus spéciaux sur des problématiques spécifiques. En 2018, par exemple, un de ces rapports, il a décrit les conséquences catastrophiques si le réchauffement climatique n'était pas limité à 1,5 degré par rapport au taux pré-industriel. Ce rapport, il a participé notamment en 2018 à l'émergence d'une année de manifestations pour le climat. Une chose importante à retenir d'abord, peut-être pour commencer, c'est on parle d'augmentation par rapport au taux pré-industriel. Pourquoi est-ce qu'on prend ces taux-là? Il faut savoir que l'ère industrielle, c'est-à-dire l'avènement de l'industrie dans l'Europe et dans le monde occidental de manière générale, c'est l'avènement de la combustion des énergies fossiles. On s'est mis à brûler massivement du charbon, du pétrole pour faire tourner eh bien, des industries qui nous ont amené les technologies que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les scientifiques estiment que l'activité humaine, les activités humaines ont commencé à avoir un impact sur le climat. C'est pourquoi on prend comme référence l'ère pré-industrielle de façon à pouvoir évaluer cet impact au niveau climatique. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a un certain nombre de personnes que je vais appeler les climato-sceptiques, hein, qui sont donc des personnes qui nient ou minimisent l'origine anthropique humaine du réchauffement climatique, voire elles nient même le réchauffement lui-même. Et ces personnes ont souvent attaqué le GIEC. Par exemple, en 2019, le GIEC a été accusé d'exagérer intentionnellement le réchauffement climatique lors de ce qu'on a appelé le Climate Gate, qui était en fait, il y a eu un piratage des emails de responsables du Climatic Research Unit, donc le CRU. Et donc, ils se sont fait pirater leur boîte mail et il y a eu une divulgation pardon, d'un certain nombre d'emails et de fichiers qui mettaient en avant que peut-être les responsables du CRU en fait avaient abusé au niveau déontologique pour aggraver et augmenter réellement, exagérer, disons, le réchauffement climatique. Alors, suite à cette affaire du Climate Gate, il y a eu un certain nombre d'enquêtes par des organismes indépendants et qui ont réfuté tout ce qui avait été dit et qui ont dit qu'en fait, il n'y avait pas eu de problème déontologique, que tout avait été bien fait et que les éléments avaient été à chaque fois sortis de leur contexte. Et c'est ce qui créait l'impression qu'il y avait une exagération du réchauffement climatique. En l'occurrence, aujourd'hui, il y a un vrai consensus sur le réchauffement climatique, sur le fait que la planète se réchauffe. Il y a un vrai consensus sur le fait que c'est les activités humaines qui créent ce réchauffement climatique. Il peut y avoir des divergences par contre sur quel est l'impact de cette augmentation de la température, quel est l'impact de ce réchauffement climatique. Et là, il peut y avoir des avis divergents, c'est un fait, bien que le GIEC représente quand même un consensus scientifique au niveau mondial. C'est pas pour autant, le consensus ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissidents, entre guillemets, qui ne sont pas en accord avec ça. Une autre critique qui peut être, enfin, qui a pu être faite au GIEC, c'est le fait de dire que c'est un groupe un peu secret, un peu fermé, et qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, et que ce qui est dit dans ces rapports, eh bien, on ne peut pas le vérifier. Or, il faut savoir quand même que les rapports du GIEC, à partir du moment où vous avez une expertise climatique, eh bien, vous avez la possibilité d'aller le lire et vous avez même le droit de commenter un rapport avant sa publication. Et je te prends comme exemple, en 2014, une version du rapport du GIEC de 2014, elle a été commentée plus de 50 000 fois. 52 422 commentaires pour la version de 2014. Eh bien, tous ces commentaires ont reçu une réponse de la part des auteurs du rapport. Donc voilà, faire consensus, c'est très compliqué. On est plus de 8 milliards sur la planète, donc c'est très difficile et c'est sûr que le GIEC, il peut déranger les climato-sceptiques et ils sont encore très nombreux, en tout cas beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde est au fait du réchauffement climatique, tout le monde est au fait que l'activité humaine soit à l'origine de ce réchauffement climatique, eh bien ce n'est pas le cas de l'entièreté de la population. En 2019, il y a eu
un sondage qui a été effectué par l'Observatoire international du climat et par Opinion publique. Ce sondage, qui s'appelle Obscop 2019 et que je te mets en référence, il posait la question suivante. Le changement climatique est causé par quoi, à votre avis? On a 69% des personnes qui ont répondu qui disaient que c'était d'origine humaine. On en a 23% qui disaient que ce n'était pas l'origine humaine, que c'était un phénomène naturel. Et on a même 8% de personnes qui disaient qu'il n'y avait pas de changement climatique. En conclusion, on a 2 tiers des personnes seulement, parce que finalement ce n'est pas 100%, qui ne croient pas aux résultats scientifiques et au consensus scientifique mondial. 2 tiers des personnes seulement y croient. On a 1 tiers qui ne croit pas à ça. 1 tiers de la population mondiale ne pense pas que les scientifiques ont raison. C'est ça que ça veut dire, quelque part. Voilà, moi j'ai choisi de faire partie des 2 tiers qui croient au fait que les scientifiques font des analyses qui sont justes et que eh bien, le réchauffement climatique est dû, déjà qu'il y a un réchauffement climatique et qu'en plus il est dû à l'activité humaine. Et pour les personnes, si tu m'écoutes et que tu es encore sceptique par rapport à ce réchauffement climatique, je t'invite à faire une chose. Aujourd'hui, tu as accès avec Internet à toutes les données possibles et imaginables. Et je t'invite à aller vérifier quel était le climat, vraiment de manière très précise, hein, d'aller regarder les précipitations qui sont tombées, d'aller regarder la température qu'il faisait en été, par exemple, dans la région dans laquelle tu vis aujourd'hui. Va regarder, eh bien, sur les 30 dernières années, comment le climat a évolué. Essaye de te rappeler, quand tu étais enfant, les températures qu'il pouvait faire en hiver, la quantité de neige peut-être qu'il y avait en hiver, et regarde aujourd'hui ce qui se passe. Je suis certain qu'en faisant ça, tu ne peux pas nier qu'il y a un changement climatique et qu'il y a un dérèglement climatique. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que les gens parlent de réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, ça ne veut pas dire qu'il fasse uniquement plus chaud. Ça veut dire qu'il y a un dérèglement global. Parce que faire plus chaud à un endroit, ça veut dire aussi, il y a un équilibre, faire plus froid ailleurs. Moins de précipitations chez toi, eh bien ça veut dire plus de précipitations ailleurs. Je te prends pour exemple, on a cette année eu un grand problème en Europe, au mois de janvier, février, il y a des pouvoirs publics, les médias ont commencé à parler peut-être d'une pénurie d'eau, parce qu'il n'y avait pas assez de précipitations, qu'il n'y avait pas assez de pluie début 2023 sur le continent européen, particulièrement sur la France, sur la Suisse, et qu'on pourrait faire face à une pénurie d'eau cet été s'il n'y avait pas assez de précipitations. Donc, des nappes phréatiques asséchées, plus suffisamment d'eau potable pour les populations dans certains pays d'Europe. En même temps, en Amérique du Sud, eh bien, il y a de 2020 à 2022, il y a eu plus de précipitations et plus de pluie sur la Colombie que sur les 20 années de 2000 à 2020 cumulées. Plus de précipitations en l'espace de 2 ans que sur les 20 années précédentes. Ça te montre bien le dérèglement climatique et non uniquement le réchauffement. Oui, il y a un réchauffement. Un réchauffement, ça veut dire que les températures les plus chaudes observées, eh ben, elles sont de plus en plus chaudes. Et que les températures que tu vas avoir dans les journées les plus chaudes de l'année, eh bien, elles vont être de plus en plus chaudes. Et c'est exponentiel. C'est ça que signifie le réchauffement climatique et donc le dérèglement climatique. Pour te parler encore d'une dernière personne qui n'est pas complètement en accord avec ce qui se dit de manière générale et particulièrement par le GIEC, eh bien, je te parlerai de Stephen E. Conning, qui est chercheur, scientifique, physicien, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Le climat, la part d'incertitude. C'est sorti aux éditions Artilleur, je te mettrai ça dans les sources de l'épisode. Eh bien, en fait, ce scientifique estime que oui, il y a un réchauffement climatique, oui, les activités humaines impactent le climat. Par contre, il n'est pas entièrement d'accord avec les conclusions hâtives que font certaines personnes en lisant les rapports du GIEC. Et donc, il a sorti un livre pour expliquer qu'il faut avoir un point de vue critique et il donne des exemples très concrets. Je vais t'en citer un seul qui dit, pardon, j'ai le hoquet, tu vois. Et donc, il a un exemple qui dit la chose suivante. Il y a eu des très très grandes inondations cette année, enfin en 2022, en Inde, au Pakistan même, je crois, pour être très précis. Mais donc il y a eu beaucoup d'inondations. Et puis, à la suite de ces inondations, le maire d'une ville ou le président même du pays, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parle donc des inondations assez graves qui ont eu lieu.
Et il explique qu'en fait, eh ben, il y a une personne connue qui a été s'adresser aux médias, et puis qui, en s'adressant aux médias, leur dit, voilà, vous voyez, depuis 1967, c'est les pires inondations que nous ayons connues, c'est les pires catastrophes que nous ayons connues, c'est de votre faute à vous, les pays riches, et vous devez payer pour réparer ces inondations. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2022 et c'est un fait. Il y a effectivement eu des grosses inondations qui ont été assez catastrophiques avec pas mal de dégâts. Ce que nous dit Stephen E. Conning, c'est que quand il entend ça, son premier réflexe à lui en tant que scientifique, c'est mais pourquoi il me dit depuis 1967? Qu'est-ce qu'il s'est passé avant 1967? Et donc, son réflexe à lui en tant que scientifique, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant 1967 pour évaluer si ces inondations-là, en fait, c'est les plus graves qu'il y ait jamais eu, que nous ayons jamais recensées. Et ensuite, il y a également de son point de vue, le fait de dire, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ces inondations? Est-ce que c'est uniquement le changement climatique? Et puis en fait, quand on y regarde de plus près, eh bien on voit que l'aménagement des terres, l'urbanisation à outrance, un nombre d'immeubles, d'habitations, d'infrastructures beaucoup plus importantes, une artificialisation des sols, comme on le dit, font que bah, il y a une moins bonne absorption de l'eau et que cette moins bonne absorption de l'eau, elle fait aussi que quand il y a des pluies et des grandes pluies, eh bien il y a plus d'inondations. Donc ça, c'est un exemple qui te permet de voir que il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on te dit dans les médias et il faut aller voir un petit peu à la source ce qui se passe. Oui, il y a un changement climatique. Oui, il y a un dérèglement climatique. Oui, l'activité humaine est liée pour beaucoup, mais dans l'activité humaine, il n'y a pas que les gaz à effet de serre, il y a aussi tout ce que l'on fait avec l'industrialisation des sols, avec notre consommation, avec notre façon de vivre, etc., etc., etc. Ça, c'était pour te dresser le tableau un petit peu global et puis te permettre de voir que euh, on ne peut pas faire consensus dans le monde d'aujourd'hui, c'est un fait. Moi, j'ai choisi de croire le GIEC, de croire les rapports du GIEC, et c'est ce que je veux te présenter dans les épisodes à venir. La semaine prochaine, on parlera très précisément du sixième rapport qui est sorti au mois de mars. Mais pour ce faire, aujourd'hui, je te donne juste les grandes tendances des rapports précédents. En gros, dans les rapports précédents, le GIEC nous dit les choses suivantes. On a la nécessité de diminuer les gaz à effet de serre parce que sans une diminution très forte, nous aurons une augmentation de la température qui sera de plus de 2 degrés dans les années à venir. Une augmentation de plus de 2 degrés, ça va avoir des conséquences très importantes sur un certain nombre de choses, en l'occurrence une hausse du niveau de la mer, une fonte des glaciers et du permafrost. Je te reparlerai du permafrost plus en détail la semaine prochaine un réchauffement et une acidification des océans et l'absorption de CO2 sera beaucoup moins fort par les forêts et les océans, une diminution de l'absorption des CO2. On observe déjà un certain nombre de ces effets directs et indirects du réchauffement climatique. Et puis, eh bien, on le voit entre autres par les événements météorologiques extrêmes qui sont plus fréquents et qui sont plus intenses. Sécheresse, incendies, inondations, etc., etc. Et tout ça, ça crée des risques majeurs qui sont regroupés dans je dirais catégories, trois grandes catégories d'après le GIEC, qui sont l'agriculture avec une perte de la production agricole qui menace la sécurité alimentaire, des problématiques de santé, une hausse de la mortalité et des maladies dues à la chaleur, et des problématiques au niveau de la biodiversité, une disparition locale d'espèces animales et végétales par milliers. Ça, c'est ce qu'on peut déjà observer. Ensuite, il y a toute une part d'injustice parce qu'en fait, le réchauffement, c'est une histoire d'injustice. Les responsables du réchauffement climatique, les responsables des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est environ 10% de la population mondiale, 10% des ménages mondiaux, qui contribuent à 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et pourtant, eh bien, c'est les moins responsables du réchauffement qui subissent le plus ces impacts-là parce qu'on a environ 50% de la population mondiale, 45%, qui est exposée au risque climatique. Les pays riches sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre et ils ont une responsabilité historique sur le réchauffement climatique. Et puis, ce que nous dit aussi le GIEC, c'est que finalement, il y a une maladaptation parfois qui sont faites et que l'adaptation seule, elle ne suffirait pas. Il prend comme exemple que face aux conséquences du réchauffement, on doit s'adapter comme il faut et que des actions qui sont trop ciblées et qui semblent efficaces, en fait, même si elles sont efficaces à court terme, elles peuvent s'avérer inefficaces, voire contre-productives. Il nous parle par exemple de l'exemple des digues qui vont pas protéger à long terme en fait les risques climatiques. Elles vont protéger à court terme l'augmentation du niveau de la mer dans certaines régions, mais ça ne va pas protéger des risques climatiques à long terme. Et donc,
bah, le GIEC nous donne un certain nombre de solutions dans les rapports, des solutions très concrètes avec des chiffres. Il nous donne des solutions également de financement et c'est tout ce que je vais aborder avec toi la semaine prochaine. Voilà, aujourd'hui je t'ai parlé du GIEC, j'ai essayé de t'expliquer d'où ça venait, je t'ai expliqué ce que c'était. J'ai essayé aussi de te faire voir que malgré le fonctionnement même de ce groupement d'experts, malgré sa portée internationale, malgré le nombre de scientifiques qui sont impliqués dans ce groupement, eh bien, il y a également des discours qui sont opposés à ça. Il y a des climato-sceptiques qui continuent de nier le changement climatique ou le dérèglement climatique. Il y a des scientifiques même qui se disent faites attention, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit dans les médias. C'était important pour moi que tu comprennes la globalité de ce qui se passe aujourd'hui, parce que le GIEC prend une place très importante dans les médias, et à juste titre, je crois, parce qu'il y a urgence à agir. Mais ce qui est vraiment chouette dans ce sixième rapport que je te partagerai la semaine prochaine, bah, c'est qu'il y a des possibilités, rien n'est perdu, il y a vraiment une touche d'optimisme aussi dans ce rapport, il y a des possibilités concrètes qui sont données, et j'aimerais que tu vois la possibilité pour toi, en tant qu'individu, quelle est ta place, quel est ton rôle pour faire en sorte que ce changement climatique eh bien, soit le moins fort possible. Il est déjà là, on va devoir s'adapter, mais on peut aussi faire en sorte qu'il se réduise et qu'il soit le plus viable et vivable possible. J'espère que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Comme à chaque fois, je t'invite à le partager, je t'invite à en parler autour de toi et je t'invite surtout à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Mets un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un décortiquage plus en profondeur des rapports du GIEC et notamment du sixième rapport de synthèse sorti le 20 mars 2023. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à mercredi prochain. Salut!